Ah, je vais vous raconter une histoire. Tenez, tout à l'heure, un ami rencontre un de ses amis qui lui dit, tiens, il paraît que Janco passe avec Jacques Chancel tout à l'heure. Je vais l'écouter, on va voir comment il met la merde. Passez-moi l'expression. Il a dit ça avec un sourire convenu. Eh ben voilà, les choses en sont ainsi aujourd'hui, c'est que lorsqu'on dit que 2 et 2 font 4, que les femmes sont des femmes, ben on fout ce que vous savez. Janco n'a laissé personne indifférent, tant et si bien que sa liberté de ton lui valut d'être catalogué comme un écrivain d'extrême droite. C'est d'ailleurs ainsi qu'a survécu le souvenir de la plume de Paris Match. Tenez, j'ai une anecdote. Lors d'une sortie au marché du livre ancien par Georges Brassens, je demande au bouquiniste s'il n'a pas du co. Du co ? Vous rigolez, ce beauf devrait être interdit à la vente. Vous n'en trouverez jamais chez moi. Quand on est considéré comme un auteur de droite, on s'attire à jamais comme une tare. Et pourtant, ce n'est pas si simple. Co fut, en vérité, durant la majeure partie de sa vie, le compagnon des plus notables intellectuels de gauche. Dès ses débuts, il est attiré par l'aventure du communisme, en Cagne par exemple, en 1945. Une anecdote racontée par son copréparationnaire et ami Claude Lanzmann dans Le Lièvre de Patagonie montre ce que voulait dire être de droite à l'époque, et pourquoi il choisit naturellement le camp opposé. Le soir de mon arrivée, une réunion s'organisa presque spontanément pour protester contre le procès de Robert Brasillac, qui devait s'ouvrir dans les prochains jours. Le fait que Brasillac, lui-même ancien cagneux de Louis le Grand, ait étudié sur les bancs mêmes où nous étions assis, l'emportait absolument sur les appels abominables au meurtre des Juifs, proférés par l'écrivain Collabo dans « Je suis partout ». Une voix s'éleva soudain, imposa le silence, s'empara de la parole, libérant du même coup la mienne. C'était celle de Janco. Nous commençâmes non pas à argumenter ou débattre, mais à les insulter, les défier et très vite à cogner, à leur jeter au visage tout ce qui nous tombait sous la main. Ce qui distingue toutefois Janco du reste de ses jeunes camarades séduits par le communisme, c'est qu'il est avant tout intéressé par l'accomplissement d'un geste héroïque. Vivant déjà la morale aristocratique qu'il développera dans son œuvre, il veut se compromettre. Quand des camarades l'invitent à rejoindre les jeunesses du Parti communiste, il s'inscrit, mais reste sur sa faim. S'inscrire à un parti, c'est à la portée de tout le monde. Si on s'engageait, le copain, au sang vif, mais frappé en cagne des mêmes langueurs que moi, accepta d'enthousiasme. Mais s'engager dans quoi, sinon dans les parachutistes ? Tout le reste était, n'est-ce pas, sans aucun parfum d'héroïsme. Manque de chance, les unités de parachutistes étaient rares et les engagements clos. Les deux jeunes hommes ne désespèrent pas. On va écrire à Thorez et lui demander de nous envoyer à Moscou, dans une école d'agitation du parti. Nous écrivîmes à Thorez une belle lettre, où nous lui disions notre ardent désir de devenir des templiers de la Révolution. Prodige, Thorez nous répondit. Déception. Il nous disait de continuer nos études et nous conseillait vivement de nous doter d'une solide culture qui ne manquerait pas, plus tard, de faire de nous de bons communistes utiles au parti. Une lettre de père de famille et nous fûmes attristés. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, je n'occupe pas le poste de Georges Marchais. Ces élans ne furent pas seulement des lubies de jeunesse, car, une fois la cagne terminée, il est engagé par Jean-Paul Sartre comme secrétaire. Alors introduit au cercle existentialiste, il collabore à la revue Les Temps modernes, fréquente le Montana et le Café de Flore, Merleau-Ponty, Camus, Queneau, Beauvoir. De cette gauche intellectuelle, il devient un impitoyable censeur, comme le montre son affrontement par article interposé avec Bernard Franck, quand celui-ci se fâcha avec la rédaction de la revue. Vous avez ce gâtisme précoce des jeunes de droite, qui s'ébrouent dans des idées et remuent des grelots, pendant que Malraux frappe le gong. Je crois que vous leur ressemblez, et que vous avez, ensemble, raté quelque chose.
peut-être la guerre et les 3 années qui ont suivi la libération. Eux, parce qu'ils étaient des salauds, et vous, parce que vous étiez trop jeunes. Pendant 20 ans, il est un mandarin, un censeur, le champion du cercle sartrien, parangon du jeune intellectuel germano-pratin, chantre de la lutte des classes. 20 années s'écoulent, à l'issue desquelles il se voit consacrer du prix Goncourt. 20 années durant lesquelles il se réclame de gauche. Mais durant cette longue période d'installation en littérature, certes marquée par quelques succès, Janco vit dédoublé. Car, véritable enfant de pauvre, il fut adopté par un milieu dont il ne partageait pas les valeurs. Tout laisse à penser qu'il y vécut par défaut, avec pour seul espoir de grimper les échelons du prestige littéraire et d'être reconnu comme un authentique écrivain. A-t-il été cynique et opportuniste ? Disons qu'il ne s'est trouvé que bien plus tard. Ko, à 40 ans, comprend sa différence. Il est un converti. Il joue le rôle du bourgeois de gauche et ses origines lui chantent des vérités que son milieu adoptif ne pouvait admettre. En 1965, il publie Le meurtre d'un enfant et, sans crier gare, envoie paître 20 années de gauchisme plus ou moins militant. D'abord enfant chez les pauvres, ensuite homme chez les bourgeois, je croirai toujours que l'enfance a été ma vérité et l'âge adulte mon carnaval. L'âge et l'expérience ont étouffé ce sentiment, mais il continue à frapper contre les parois de la cave où je l'ai enfermé, et à me dire, obstinément, en morse, que la bourgeoisie est la grande réserve des farceurs intellectuels. Commence la période qui devait durer jusqu'à la fin de ses jours, celle qui lui vaut d'être considéré aujourd'hui comme un écrivain de droite. Toujours reconnu comme un brillant journaliste, il est vu comme l'un des hommes les plus sulfureux de son époque. Ses ouvrages font trembler les murs, ses aphorismes fusillent les poncifs de son temps, et tout le monde en prend pour son grade. Les étudiants, Pompidou, Rocard, Mitterrand, le journal Le Monde, Hubert Beuve-Méry, Jean-Jacques Servan-Schreiber, l'Amérique, les enseignants députés, les féministes, les militants antiracistes, oui, plus ou moins tout le monde. Il devient l'incarnation du pamphlétaire de droite qui, selon Léon Daudet, s'emploie par l'écriture à fustiger les lâchetés et les abandons de son temps. Pour autant, quand on connaît son attachement à ses origines prolétaires, on doute fort que la banale particule de droite convienne à le définir tout à fait. Non seulement la droite n'est pas un courant homogène, mais une somme de courants aux aspirations parfois antagonistes, mais il est aussi et surtout un anti-bourgeois, qui prétend savoir mieux aimer le peuple que ne le fait la gauche à grand renfort d'utopies égalitaristes. Précisons d'abord qu'en 1965, Janco ne retourne pas sa veste. Loin de quitter le socialisme pour le libéralisme, il quitte tout à fait le spectre politique de son époque car, partout, il y trouve son plus grand ennemi, l'esprit bourgeois, qui porte le mérite marchand au pinacle, au détriment du courage, de la sensibilité, de la volonté, de la beauté. Sur sa droite, l'esprit bourgeois réduit les hommes à leurs valeurs économiques et marchandes. Sur sa gauche, il satisfait au ressentiment des masses en réalisant, à grand renfort de dispositifs bureaucratiques, l'utopie égalitaire. À droite, le tout business de l'American Way of Life, à gauche, le ressentiment et la révolution marxiste. Il ne se dira jamais de droite. Pourtant, dès le début des années 1960, il fréquente Alain de Benoît et entame sa relation avec la Nouvelle Droite. S'apparentant plus à un courant intellectuel qu'à une faction politique, la Nouvelle Droite fut bâtie et nourrie par des penseurs comme Alain de Benoît, Ernst Jünger, Georges Dumézil ou Guillaume Fay. Elle se différencie d'autres courants de droite par son attachement au paganisme originel des Européens et son refus du libéralisme. C'est toujours au sein de la Nouvelle Droite que Ko est le plus lu et le plus cité. C'est de ce courant qu'il se rapproche le plus. Ko déclare que l'utopie égalitaire sert mieux le confort moral de la bourgeoisie que les réelles aspirations du peuple, car, a-t-il observé, le motif des intellectuels de gauche est bien plus le règlement du complexe de leurs origines bourgeoises que le service du peuple oppressé. Ce qui m'étonnait, chez mes confrères en intelligentsia, c'était de découvrir à quel point ils haïssaient leur enfance. D'être nés à 99% dans la bourgeoisie leur était une si cuisante brûlure qu'ils n'avaient trouvé pour la calmer que de divorcer d'avec leur classe et de convoler en d'étranges noces avec le prolétariat.
On reniait le père patron pour se jeter dans les bras de l'esclave ouvrier, et la lutte des classes ne servait plus qu'à régler un compte personnel avec son passé. Janco, originaire de la plus difficile roture, connaît les aspirations du peuple. Contrairement à ce que pensent les intellectuels qu'il a longtemps fréquentés, le peuple aspire à bénéficier de la société de consommation plutôt qu'à en sortir. Le peuple aspire, lui aussi, à des valeurs aristocratiques, antagonistes de l'égalitarisme du militant 68ard. D'ailleurs, quand surviennent les événements de mai 68, il publie « Le pape est mort ». Sous le déguisement du CRS, je vois le cutéreux administrer une correction aux bourgeois et mon indignation n'en ronfle pas à plein régime. Il porte le coup final. Oh, combien les intellectuels et artistes de mon pays ne connaissent du monde que leur chapelle et ne connaissent ni le poids, la tristesse, l'humilité quotidienne du monde et des choses. Nous l'avons vu, lorsque des peintres peinturlureurs allaient exposer leurs recherches dans les usines sous les ricanements des ouvriers, lorsque des intellectuels s'écriaient avec gentil élan « Nous sommes la pègre ». Non, intellectuels aux blanches mains et au foie meurtri de whisky. Non, intellectuels, lecteurs amusés de Playboy et mandarins du structuralisme. Non, vous n'êtes pas la pègre. Et si vous vous amusez à aller crier ce slogan à la porte d'une usine ou dans la cour d'une ferme bretonne, les ouvriers ou les paysans au mieux rigoleront. Au pis, vous mettront le brodequin ou le sabot derrière. La vérité, voyez-vous, est infiniment plus humble et plus sévère. L'art, fait par le peuple et pour le peuple, comme vous dites, sachez-le, ne pouvait être que sacré. Intellectuels et artistes, ô linotte à lunettes, savez-vous ce qu'est le peuple ? Le connaissez-vous ? Avez-vous une idée, une seule, de ce qu'est la sensibilité très fraîche et très brute d'un paysan ou d'un ouvrier ? Vous devriez avoir honte d'aller faire les pitres avec vos toiles sous le bras dans les ateliers d'usine. Honte de votre sottise, de votre ignorance, de votre infirmité à comprendre cette gêne intimidée que vous provoquez, et dont la pudeur n'a d'égal que cette supériorité qui vous accompagne comme une odeur et que vous faites mine de dissiper le temps d'un cabotinage. Il y a des moments où l'ignorance de la sensibilité de l'autre est une vraie saloperie, même lorsque l'intelligence feint de s'ouvrir à la générosité. Le peuple de Caux aspire à être gouverné par une élite morale plutôt que par une bourgeoisie complexée. Certes, Janco ne partage pas l'égalitarisme de la gauche, mais il prétend avoir du salut du peuple un souci plus vrai. Alors, de droite, oui, il l'est. Nommer la décadence, soutenir Jean-Marie Le Pen en 1988, honnir féminisme et égalitarisme, ce sont autant de signes d'une franche réaction morale. Le peuple de Caux ne semble partager aucunement la volonté d'émancipation et le penchant libertaire de la gauche qui prétend le représenter. En somme, la pensée de Caux pose une question fondamentale au discours marxiste. Élite, que connaissez-vous de l'opprimé que vous pensez défendre ?